Bienvenue dans les épisodes coup de cœur de l'été. J'ai décidé de vous reproposer certains épisodes que vous aviez particulièrement aimés, des épisodes qui résonnent encore aujourd'hui et qui s'inscrivent parfaitement dans la série en cours sur les petits gestes qu'on banalise. Et aujourd'hui, c'est un sujet bien intéressant puisque c'est le fait de mettre les mains au moment de la naissance du bébé, d'avoir des gestes pour pouvoir sortir les bébés du ventre de leur mère et du coup, comment est-ce qu'on pratique nous le hands-off, donc le fait de ne pas mettre ses mains et de laisser le bébé naître entre les mains notamment de ses parents ou tout simplement d'accueillir le bébé si c'est nous qui devons l'accueillir. Alors si vous avez des questions, que vous avez envie justement d'échanger avec moi, vous pouvez me contacter évidemment par message privé et je vous invite vraiment à partager cet épisode parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter, à partager et à réfléchir avec moi, mais que c'est comme ça qu'on va pouvoir de plus en plus faire comprendre comment est-ce que fonctionnent réellement les femmes, les bébés et peut-être pouvoir changer les pratiques autour de la naissance. Je vous souhaite une bonne écoute. Ces derniers jours, on a beaucoup de visites pour des premières rencontres, des moments où on explique la manière dont on travaille à la maison de naissance, notre ligne de conduite, nos spécificités, etc. Et donc dans les moments où on fait ces visites-là, j'explique souvent qu'on a à peu près 80% des bébés qui naissent avec nous, qui naissent entre les mains de leurs parents. Évidemment, ça pose toujours un peu question. Et là, j'ai un papa qui m'a vraiment regardé et qui m'a dit « Mais comment ça, les bébés naissent entre les mains des parents ? Parce que il n'y a pas des gestes à faire quand le bébé sort, il n'y a pas des choses à faire. » Je remercie beaucoup Benjamin pour cette question, parce que ça m'amène à vous parler justement de qu'est-ce que c'est que le hands-off, le fait justement de ne pas faire de manœuvre au moment des naissances. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors si je vous parle aujourd'hui de hands-off, ça veut dire quand même que je dois vous expliquer ce que c'est que le hands-on. Qu'est-ce que ça veut dire que ces mains qui sont actives au moment de la naissance et celles qui au contraire en fait ne sont pas là. Alors clairement ce qu'on nous apprend en fait pendant les études de sage-femme, c'est à faire. On nous apprend à faire, à manager des naissances et à faire des gestes qu'on appelle même les techniques obstétricales. Ça veut dire tout simplement qu'on doit basiquement déjà retenir la tête du bébé et maintenir aussi le périnée, faire une pression au niveau du périnée pour éviter toute déchirure, comme si sans notre soutien au niveau du périnée et sans le fait de retenir la tête du bébé, les femmes se déchireraient jusqu'à l'anus. Alors il y a ça, mais avant même ce moment-là, il y a aussi toutes les manœuvres qui sont effectuées et que je vois encore faire à l'hôpital malheureusement, de mettre les doigts dans le vagin, d'avoir cette sensation de faire de l'espace, d'expliquer au moment où est-ce qu'elle doit pousser, voilà, et d'agrandir, de faire des tensions et des pressions au niveau du vagin. Ça a été démontré en fait que ça sert à rien et ça a même été démontré que c'était plutôt nocif de faire ça. Alors je comprends que ce soit dans des situations où les femmes ressentent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Alors je réajuste toujours en vous réexpliquant que ma pratique, c'est uniquement dans les accouchements qui sont physiologiques, sans péridurale, où les femmes sont dans la position qui leur convient pour accoucher, et où elles sont très très rarement quand même sur le dos. Ça remet déjà tout en perspective. Parce que quand on est sur le dos, la pression qui se fait en fait au niveau du périnée postérieur est beaucoup plus forte. Parce que sur le dos, les pieds en l'air, même en ramenant les genoux près de soi, parce que quand je vois les pratiques hospitalières, souvent on a l'impression que c'est un aménagement énorme de juste ne pas mettre les étriers, mais faire prendre aux mamans de mettre leurs mains derrière leurs genoux et de ramener leurs genoux vers elles. Mais ça aussi, naturellement, les femmes, elles ne le prendraient pas comme position. Mais donc quand on fait ça, puis qu'on les fait pousser en poussée dirigée, disons que les tensions, les pressions qui vont se faire au niveau du périnée ne seront pas du tout les mêmes qu'une femme qui aura laissé son bébé descendre dans son bassin et qui va se mettre à avoir le réflexe d'expulsion alors que le bébé est déjà beaucoup plus bas. Et ça change déjà beaucoup de choses. Parce que j'aurai pas besoin de mettre mes mains, tout simplement parce que le bébé va descendre, emplier le périnée de sa maman au fur et à mesure. Si c'est un premier bébé, ça va se faire petit à petit.
le bébé va venir sur le périnée, venir au niveau de la vulve, et puis quand la contraction passe, il re-rentre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce mouvement de va-et-vient déjà, il va faire en sorte d'emplier petit à petit au fur et à mesure en fait le périnée de sa maman, et donc elle va avoir le temps de s'acclimater, de s'adapter à la situation, même si souvent elle va décrire le fameux cercle de feu, etc. Dans les préparations à la naissance, ce qu'on explique souvent aux mamans, c'est qu'elles peuvent vraiment mettre elles-mêmes leurs mains sur leur périnée et sentir la tête de leur bébé qui vient. Quand elles font ça, elles vont se mettre à pousser en toute conscience, j'ai envie de dire, en fait en ressentant en tout cas la tête du bébé qui vient et comment est-ce que le bébé avance. Et donc elles vont plus être en mode poussée très forte parce qu'elles veulent que le bébé sorte, et finalement un peu comme on le fait faire en poussée dirigée, mais au contraire elle va pousser de manière beaucoup plus dirigée, pas dans le sens dans la puissance, mais dans l'endroit qu'elle est en train de faire et dans la manière dont elle fait venir la tête de son bébé dans sa main. Quand elles font ça, elles poussent beaucoup plus lentement, elles accompagnent beaucoup plus doucement la tête du bébé, même si la tête peut sortir assez rapidement, surtout si c'est un deuxième ou un troisième bébé. Alors, dans les manœuvres qu'on apprend justement où on maintient le périnée, on retient la tête du bébé, on apprend parfois aussi on apprend d'ailleurs aussi parfois à moucher, on dit à moucher le bébé, donc à faire passer la fourchette du périnée en fait au niveau du nez du bébé et lui faire passer au niveau de son menton. J'ai déjà vu aussi des pratiques où on mettait un doigt au niveau de l'anus pour aider la déflexion de la tête. Donc c'est vraiment des pratiques où on a l'habitude de faire à la place de la maman et du bébé. La chose qu'il faut rappeler quand même, c'est que le corps des femmes est fait pour ça. Et que les bébés savent faire également. Donc si tout le monde est dans sa pleine possession de ses moyens, il n'y a pas d'anesthésie pour la maman, et donc que le bébé n'est pas non plus groggy par la péridurale, et ben ça va beaucoup mieux fonctionner. Le bébé va avancer petit à petit et il va lui-même faire le mouvement pour pouvoir se mettre au monde. Une fois la tête passée, dans les pratiques justement avec les hands-on, souvent on va vérifier s'il y a un cordon autour du cou. Alors est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Pas forcément, en fait, parce que souvent, s'il y a un cordon autour du cou, le bébé va en fait se placer avec la tête un peu plus sur le côté, et quand il va naître, quand il va sortir, en fait, on va pouvoir dérouler le cordon autour de son cou. S'il est vraiment trop serré, ça va nous le montrer, et on va avoir l'occasion de couper si jamais c'est vraiment nécessaire. Mais finalement, c'est assez rare. Par contre, dans la technique du hands-on, donc dans le faire, dans les techniques obstétricales, une fois que la tête donc, du bébé est sortie, on vérifie s'il y a un cordon. Et très souvent, on va restituer la tête du bébé et tirer un petit peu pour pouvoir désenclaver l'épaule antérieure, l'épaule du bébé, et le faire sortir. Donc, c'est une naissance finalement où on dirige la sortie de la tête, puis on fait des manœuvres pour faire sortir le bébé. Alors que dans la réalité, j'ai très peu vu de bébés naître en une seule fois. C'est déjà arrivé quand par exemple un bébé a une main au niveau de sa joue de l'autre côté que son bras. Donc si par exemple c'est le bras droit, il aura sa main sur sa joue gauche. Alors à ce moment-là, il va diminuer le diamètre en fait de ses épaules et il aura la capacité potentiellement de pouvoir glisser en une seule fois. Mais la plupart du temps, la tête va naître et puis il va entre les deux contractions ou au début de la contraction suivante faire ce qu'on appelle la restitution tout seul. Ça veut dire qu'il va tourner sa tête pour se mettre dans l'autre axe et pouvoir faire sortir ses épaules. Et il le fait tout seul. Donc nous, quand on voit les bébés naître, ils naissent quasi tout le temps en 2 temps. Et on a largement le temps du coup de mettre les mains, de proposer en fait aux parents de mettre les mains, voire de laisser le bébé se déposer parce qu'il est tout à fait en sécurité, parce que la maman par exemple est en position accroupie. On a eu comme ça, je me souviens, un bébé qui est né avec une jeune maman. Entre les 2 contractions, le bébé a commencé à bouger un peu et elle riait vraiment. Et il y avait son compagnon qui lui disait « Ça va, t'as pas trop mal ?» Et elle disait « Non, pas du tout, ça fait pas du tout mal. » Et puis le bébé a tourné et puis elle a eu une poussée réflexe et hop, elle a fait sortir son bébé en une fois. Un premier bébé, une toute jeune maman, magnifique. Le bébé est arrivé tout bien. Et après ça, elle a atterri et puis elle l'a pris dans ses bras quasi instantanément.
Donc vraiment, c'est important de se rendre compte de ça, qu'on a vraiment cette vision habituellement qu'il doit y avoir des mains qui doivent faire naître les bébés, alors qu'en fait on a juste à les accueillir. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire en sorte que ce soit les parents qui accueillent la majorité du temps leur bébé. J'ai encore une collègue il y a quelques semaines qui, au moment de la naissance du bébé, quand on sentait que le bébé allait pas tarder à arriver, m'a demandé plusieurs fois si je voulais des gants. Et je lui ai dit non, il n'y a pas besoin, je vais pas mettre de gants, c'est le papa qui va accueillir son bébé. Mais elle m'a redemandé, t'es sûre, tu veux pas des gants? Non, tu vas voir, le papa va accueillir le bébé. Et cette maman était debout, agrippée au lavabo dans la salle de bain. Et le papa était finalement assis sur la toilette de la salle de bain. Et quand le bébé arrivait, je lui ai dit, vas-y, place tes mains, c'est ok. Et il m'a dit, je dois toucher, je lui ai dit non. Mais juste tes mains en dessous, comme ça, la tête va descendre. Reste bien là, au cas où, effectivement, ce bébé sorte en une fois. Faut qu'on ne soit pas surpris. Et puis, elle a poussé, la tête est sortie. Et à la contraction suivante, le bébé a bougé. Je lui ai dit, elle va arriver. Hop, il l'a attrapé. Et c'était tout parfait. On a juste passé le bébé entre les jambes de sa maman. Et c'était bon. Donc dans les situations où ça peut être nous qui accueillons le bébé parce que, imaginons, elle est à quatre pattes, le papa veut absolument pas le faire, il est à côté de la tête de la maman, ou voir elle est debout, accrochée à lui, là on va effectivement l'accueillir, et puis tout simplement le faire passer entre les jambes de sa maman pour que la maman puisse le récupérer, et c'est tout à fait ok. Dans l'eau, c'est typique de voir effectivement cette tête qui sort entre deux contractions, et puis à la contraction suivante, on voit bien le bébé qui se glisse dans l'eau, et puis on peut vite l'attraper et puis le faire remonter. Alors qu'est-ce qu'il en est des situations où on doit intervenir? En fait, on a le temps de voir, effectivement. Soit on va le voir parce qu'il va avoir du mal à sortir sa tête, et on va avoir un signe qu'on appelle un peu le signe de la tortue, le bébé qui est un peu réaspiré à l'intérieur. Ça, c'est un signe typique des bébés qui restent bloqués plus haut. Alors on va entamer des manœuvres, et ne serait-ce que déjà de faire changer de position à la maman pour pouvoir intervenir si jamais c'est nécessaire. Mais donc on a toujours l'occasion d'intervenir si jamais c'est nécessaire, de voir un petit peu ce qui se passe. Il y a quelques semaines aussi, fin juillet, on a eu un bébé comme ça qui a fait sortir sa tête dans la piscine. Et puis à la contraction suivante, il n'était pas arrivé, donc j'ai dit à la maman, à la contraction suivante, il sort, ou toi tu sors, parce qu'il va falloir que je puisse mettre mes bains correctement, et clairement dans la piscine c'était pas possible. Elle l'a bien intégré, et à la contraction suivante, le bébé n'était pas là, j'ai dit maintenant on sort, maintenant. Elle est sortie de la piscine, elle s'est mise à quatre pattes, j'ai pu faire des manœuvres et aider le bébé à sortir. Et ça, c'est le fait d'avoir l'habitude aussi de voir les bébés naître, qu'on sait et qu'on sent quand, évidemment, on va devoir intervenir, tout simplement. Et c'est ok, en fait. Ce qui est fou, c'est qu'on ait l'habitude de pratiquer les choses uniquement au cas où. En fait, on a l'habitude d'intervenir, de faire, au cas où. On a toujours cette idée de « je dois faire, sinon il pourrait peut-être y avoir ceci ou cela ». Dans le cas des dystocies d'épaule, parce que c'est surtout ça dont on a souvent peur, il ne faut pas oublier que dans les manœuvres qui sont faites en fait au moment des naissances, on peut créer des petites dystocies en fait. Parce que si on fait une traction trop rapide sur le bébé, on va enclaver, on va bloquer son épaule derrière la symphyse du pubis de sa maman, et donc on va créer une petite dystocie d'épaule. Et ça, c'est bien dommage de se rendre compte que c'est parce qu'on a voulu faire, qu'on a mis nos mains, qu'on a créé un problème. Là, ce serait bien en fait de se remettre en question et de se rendre compte de pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de manager les choses comme si les femmes n'étaient pas capables de le faire. Le périnée des femmes a l'habitude de s'emplier pour faire naître au monde les bébés. Les bébés ont l'habitude de se positionner correctement pour se mettre au monde. Et il n'y a pas besoin d'intervenir constamment, et si jamais c'est nécessaire, on doit pouvoir le faire, mais que parce que c'est nécessaire, et pas parce que on a eu peur qu'il y ait quelque chose qui arrive. Alors dans les gestes qu'on fait, qui sont faits de manière un peu systématique, là, le fait de retenir ce périnée, de faire une pression sur le périnée, d'essayer de le maintenir pour éviter qu'il déchire, c'est qu'on a aussi cette sensation que sans nous, le périnée va vraiment se déchirer très très fort. Et pourtant, ça fait bientôt 5 ans qu'on a ouvert la maison de naissance, on a eu une seule déchirure du 3e degré. Une seule.
Tout le reste, ça n'a été que des plus petites déchirures, soit des périnées qui étaient intactes, parce que ça arrive bien souvent, soit des petites éraillures, donc c'est comme un étirement tellement important de la peau que ça finit par faire comme une grosse griffe, on va dire. Soit des déchirures du premier degré, donc qui touchent uniquement la peau, soit des déchirures du deuxième degré, la peau et les muqueuses. Et ça, ce sont des déchirures qui très souvent se remettent très très bien, même naturellement sans faire de points. Et d'ailleurs, j'avais fait tout un épisode sur le sujet, je vous invite vraiment à aller l'écouter si jamais vous êtes intéressé par le sujet de la cicatrisation sans suture, parce que ça c'est un sujet qui revient régulièrement, qu'on nous redemande souvent. Qu'est-ce que vous faites si jamais il y a une déchirure ? Comment est-ce que vous gérez ? Est-ce que vous êtes capable de faire des points ? Est-ce que vous allez m'anesthésier ou est-ce que ça va être juste une suture à vif, parce que ça, souvent ça fait très très peur, donc, et c'est chose que je peux tout à fait comprendre. Mais la plupart du temps, en fait, il n'y a tout simplement pas besoin de suturer, et c'est tout à fait correct comme ça. Et donc si vous êtes intéressé, donc c'était l'épisode 31, la cicatrisation du périnée sans suture, que je vous mettrai en lien dans la description, comme ça vous pourrez retourner écouter ce podcast si jamais vous ne l'aviez pas entendu, et ça vous pourra vous donner un peu des éléments de compréhension, aussi de qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir aider à la cicatrisation des périnées. Alors je ne dis pas que des déchirures compliquées ça ne peut pas arriver, attention, j'ai pas du tout dit ça. Mais il y a des choses qui sont inhérentes aussi à la qualité de la peau ou à la santé des femmes ou à leur capacité de cicatrisation, et ça peut être fortement lié à ça. Et donc si jamais ça arrive, normalement déjà avec des positions qui sont adéquates, vous ne devriez pas avoir de déchirure aussi importante que ça. Et si jamais c'est le cas, heureusement en fait, on a la médecine qui est là, heureusement il y a les médecins qui sont en capacité justement de reconstruire, de suturer correctement pour que ce soit correct pour les femmes. Mais vraiment, en suivant la physiologie, la poussée instinctive, le réflexe d'expulsion et surtout en laissant faire les femmes à se mettre dans la position qui leur convient le mieux, c'est très 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 rare. Voilà. Alors quand du coup je vous parlais de hands-off et puis peut-être de la manière de pouvoir en discuter avec les soignants qui sont autour de vous, ça pourrait avoir du sens de demander quelles sont leurs manières de faire en fait au moment de la sortie du bébé, au moment de la tête du bébé. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'agir ou est-ce qu'ils sont ok avec le fait de laisser faire ? Ça a tout son sens en fait de pouvoir discuter de ça. Parfois, ce qu'on peut proposer aussi et ce qui permet parfois d'éviter un petit peu l'intervention des gens, c'est de demander par exemple les compresses chaudes. D'abord parce que les compresses chaudes, il y a beaucoup de femmes qui trouvent que ça leur fait du bien d'avoir ça au niveau du périnée, que ça les aide au niveau de où est-ce que je dois pousser, que c'est quelque chose qui apaise énormément. Mais en plus, quand ils font ça, ils ne peuvent pas mettre leurs doigts dans le vagin pour essayer de diriger quoi que ce soit, ils ne peuvent pas... Voilà, c'est juste une action qui est posée, ça évite quand même qu'il y ait d'autres actes qui soient posés. Donc ça peut être peut-être quelque chose d'intéressant. Mais donc quand je vous parlais de rediscuter avec les équipes médicales qu'il va y avoir autour de vous, de pouvoir rediscuter avec votre gynécologue ou avec votre sage-femme, vous pouvez toujours noter dans votre projet de naissance que vous souhaitez par exemple au maximum qu'on laisse faire le bébé, que le bébé se restitue de lui-même et que vous voulez accueillir vous-même votre bébé, ça va empêcher des actes intempestifs ou des actions de faire alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Et donc si jamais vous êtes intéressé pour pouvoir utiliser le projet de naissance, je vous rappelle que j'avais fait justement un projet de naissance pour vous que vous pouvez aller télécharger. Je vais aussi vous le mettre en lien dans la description pour que vous puissiez aller voir ça. Je vous avais fait tout un épisode également sur le projet de naissance qui était... je vous avais fait donc tout un épisode sur le projet de naissance qui s'appelait le projet de naissance, votre boussole pour un accouchement respecté. Pareil que vous pouvez les réécouter si jamais vous voulez. C'est un épisode qui était sorti au mois de juillet et que je peux aussi vous mettre en lien dans la description de cet épisode. Comme ça, vous pourrez juste aller dans la description et aller cliquer sur le lien pour pouvoir le réécouter. Et je vous remettrai également le lien pour pouvoir télécharger le projet de naissance si jamais ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, merci à Benjamin de sa question. Merci à ses parents qui viennent nous voir au tout début pour pouvoir justement
nous questionner, nous challenger. Et moi, ça m'amène toujours à la réflexion de tiens, ça serait intéressant qu'on discute de ça dans le podcast. Donc voilà, c'est chose faite. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, je serais ravie de pouvoir y répondre. Alors vous pouvez me les envoyer par message privé à Sage-Femme Authentique sur Instagram, mais aussi par email à melissa@sagefemmeauthentique.com. Je vous donne rendez-vous lundi et d'ici là, portez-vous bien.